Alors bonjour, je m'appelle Vincent Marot, je suis chef de clinique au CHU de Toulouse et je vais vous présenter un topo sur le syndrome post-mastectomie. Alors, donc on va commencer par un petit peu un état des lieux. Comme vous le savez, on parlait déjà de mastectomie dans les années 40 avec Smiley qui considérait les ménisques comme un reliquat de l'évolution. Et il disait quand on a une lésion méniscale, il faut l'enlever, et quand on a un doute sur une lésion méniscale, il faut l'enlever quand même. Et il faut savoir que la fréquence des mastectomies partielles, malgré les connaissances que l'on a sur les conséquences de ces gestes chirurgicaux, continue à augmenter, avec une augmentation de 21% en 10 ans entre 2006 et 2016 aux États-Unis. Cependant, on sait que lorsqu'on suture, on a quand même un taux d'échec important, à près de 39%, jusqu'à 39%. Or, le ménisque a de grosses fonctions, d'importantes fonctions. C'est à la fois un amortisseur, c'est une structure qui distribue les charges. Ils ont aussi une fonction de stabilisateur secondaire, et ils participent aussi à la sécrétion de liquide synovial. Quelles sont alors les conséquences d'une mastectomie? On a d'abord des conséquences biomécaniques, avec notamment une influence sur la pression, avec une diminution de la surface de contact qui va jusqu'à 75%, ce qui fait qu'on a une augmentation des pics de pression jusqu'à 200%, et alors une augmentation linéaire de pression, donc linéaire avec le pourcentage de résection. Il faut savoir que lorsqu'on fait une mastectomie latérale, la diminution de la surface de contact est accrue du fait de son anatomie, et on a alors une augmentation accrue des pics de pression. On va aussi avoir des conséquences sur l'alignement, avec, comme vous le savez, une déviation en varus lorsqu'on fait une mastectomie médiale, et une déviation en valgus lorsqu'on fait une mastectomie latérale. On va aussi avoir des conséquences sur la stabilité. Et donc, comme vous le savez, lorsqu'on a une lésion du ligament croisé antérieur, on va avoir une instabilité rotationnelle qui sera importante, qui sera d'autant plus importante qu'il y a une lésion méniscale latérale, et encore plus importante lorsqu'on effectue une mastectomie latérale. Donc, certains auteurs considèrent donc le ménisque comme le 5e ligament du genou. On va aussi avoir des conséquences cinétiques. En effet, lorsqu'on fait une mastectomie médiale, on va avoir une augmentation du moment en varus. Le moment, c'est dans le sens mathématique du terme, ce qui va entraîner des lésions fémorotibiales médiales. On va avoir un changement du moment en flexion et en extension, ce qui va entraîner des lésions fémoro-patellaires. Et enfin, on va avoir une altération des amplitudes articulaires au cours de la marche. On va aussi avoir donc des conséquences cliniques, avec une diminution de la force concentrique en flexion et en extension, une diminution de la proprioception. Tout ça ajouté à des altérations cinétiques et mécaniques qu'on vient de voir, tout ça va entraîner des atteintes chondrales précoces. On va donc avoir des signes radiologiques d'arthrose chez près de 60% des patients à 8 ans, presque 80% des patients à 16 ans post-mastectomie, et ce qui va entraîner des signes cliniques clairs chez 20% des patients à 10 ans et plus de la moitié des patients à 22 ans. Et on parle donc de syndrome post-mastectomie. Le syndrome post-mastectomie,
se décline en deux phases. Une phase d'apparition précoce avec des douleurs qui augmentent avec l'activité physique, avec des épanchements à répétition, une dégénérescence chondrale variable. Et on va avoir ensuite une apparition clinique tardive avec des douleurs mécaniques, une perte de fonction et une arthrose uni- ou bicompartimentale. Le bilan paraclinique à effectuer, il est simple. C'est bien sûr l'IRM qui est le gold standard. On va rechercher ou retrouver une sclérose sous-chondrale, des œdèmes osseux, et parfois en miroir, et parfois des ostéophytes dans les stades avancés. Et on va effectuer une télémétrie membres inférieurs pour vérifier l'alignement. Quels sont les traitements possibles ? Donc, dans la littérature, on retrouve tout d'abord les traitements non chirurgicaux, avec tout d'abord les infiltrations. Il y a une étude parue en 2016 qui montre que l'acide hyaluronique ne montre pas d'effet bénéfique. La littérature qui concerne l'infiltration intra-articulaire de PRP reste limitée au case report. Les différentes sociétés savantes recommandent d'effectuer de la kinésithérapie pour du renforcement musculaire à faible impact, recommande bien sûr la perte de poids et préconise la prescription de paracétamol ou d'anti-inflammatoires. Dans la littérature, on retrouve une étude qui compare l'allographie méniscale au traitement non chirurgical et qui montre un large bénéfice de l'allographie méniscale. Comme traitements chirurgicaux, on va tout d'abord parler des implants méniscaux. Les implants méniscaux, il en existe deux, le CMI de chez Stryker et l'Actifit. Leurs conditions d'implantation sont très précises. Il faut qu'il y ait une perte segmentaire avec la présence de murs méniscales et deux racines méniscales. Il faut qu'on ait des lésions chondrales inférieures au stade 3 de l'ICRS, un genou stable, donc avec des ligaments compétents, et un genou normo-axé avec en général moins de 5 degrés de déviation. Les contre-indications sont un aplatissement du condyle et des ostéophytes qui témoignent d'une dégénérescence trop avancée du capital cartilagineux. Les implants méniscaux, on ne les met jamais de manière prophylactique, c'est bien décrit dans la littérature. Il faut attendre que le patient soit symptomatique. Et pour ce qui est des résultats cliniques, on retrouve une amélioration des douleurs et de la fonction à 5 ans. Par contre, lorsqu'on effectue des IRM de contrôle, on retrouve une diminution de la taille, une importante diminution de la taille de l'implant au cours du temps. Comment on pose ces implants? Donc, il va d'abord falloir faire un débridement du reliquat et aviver le ménisque qui reste. On va mesurer le défect grâce à une réglette souple qu'on va introduire sous arthroscopie. On va préparer un substitut en rajoutant 10% de la longueur mesurée pour avoir un effet presse-suite. On va ensuite l'introduire par voie inféromédiale ou inférolatérale en fonction du côté lésé. Et on va faire des points en all inside en commençant par l'arrière, en se déportant vers l'avant. Les suites, donc on ne donne pas d'appui au patient pendant 45 jours. On débute par une mobilisation du genou de 0,60 degrés pendant 30 jours, puis 0,90 degrés pendant les 15 jours suivants. Les exercices en chaîne fermée seront débutés à J45. Les exercices en chaîne ouverte, comme la course à pied, seront débutés à 3 mois. Et les sports de pivot ne seront pas débutés avant 6 à 9 mois, un peu comme les ligaments croisés antérieurs. On va ensuite parler des allogreffes méniscales. Donc, pour les allogreffes, on a donc l'indication n'est pas tout à fait la même que celle des implants méniscaux. Les allogreffes, elles, sont indiquées lorsqu'on a des lésions complètes. Ensuite, c'est un peu les mêmes conditions. Des lésions chondrales inférieures au stade 3 d'ICRS, un genou stable, normo-axé, et on peut effectuer une ligamentoplastie ou une osteotomie dans le même temps de cette greffe. On a des contre-indications qui sont claires
Là aussi, un aplatissement condylien ou des ostophytes qui témoignent d'une usure trop avancée du genou. Mais on retrouve aussi dans la littérature un IMC supérieur à 30, un âge supérieur à 50 ans et une immunodéficience ou une maladie auto-immune. Là aussi, le traitement n'est jamais prophylactique. Les résultats cliniques sont de 80% de survie à 10 ans, selon Kim. Le retour au sport de haut niveau est peu probable, selon une étude parue en 2017. Et il est bien écrit que les allogreffes réduisent la progression de l'arthrose, mais sont malgré tout moins efficaces qu'un ménisque natif. Donc au niveau de la technique chirurgicale, on va faire un choix du greffon selon ce qui est demandé par la banque de tissu. En général, dans la plupart des cas, on va mesurer la distance bord libre, bord des épines sur un cliché radiologique de face, et on va mesurer aussi la distance bord antérieur, bord postérieur du plateau sur un cliché de profil. Enfin, ensuite, préparer le greffon avec ou sans polo osseux. Les deux techniques existent. Là, on a un greffon avec de l'os. On va lasser les cornes au fil non résorbables. On va aviver le mur méniscal et on va fourrer des tunnels de 4 mm au niveau des racines. On peut effectuer un fourrage rétrograde de 12 mm de profondeur si on implante des plots osseux. On va alors passer la greffe par des fils relais postérieurs antérieurs et on peut aussi poser un fil relais au niveau du segment moyen. On va ensuite effectuer une suture all inside en postérieur tous les 5 mm, puis une suture en outside in au niveau antérieur, et on va finalement fixer les cornes par des endoboutons sur la corticale antérieure du tibia. Les suites sont les mêmes que les implants méniscaux, pas d'appui 45 jours, mobilisation 0,60 pendant 30 jours, 0,90 pendant les 15 jours suivants. Exercice en chaîne fermée à débuter à J45, en chaîne ouverte à 3 mois, et sport de pivot pas avant 6 à 9 mois. Comme autre traitement, on a les ostéotomies. Celles-ci sont indiquées en cas de varus ou de valgus de manière classique, mais une étude publiée en 2011 qui montre qu'on peut effectuer ces ostéotomies pour des patients qui ont des déviations inférieures à 3 degrés, qui seraient bénéfiques. Les ostéotomies peuvent être faites malgré la présence d'un aplatissement du condyle. Dans notre service, on a l'habitude de prescrire une attelle dynamique pendant 6 semaines au patient qui va mimer l'ostéotomie, et si le patient est soulagé au niveau de ses douleurs, on effectuera cette ostéotomie. Donc, pour ce qui est de la technique, on va faire une ostéotomie tibiale de valgisation. Dans le cas des ostéotomies tibiales de valgisation, on va effectuer une hypercorrection pour déporter les charges vers le compartiment latéral, et on va mesurer l'angle à appliquer sur la technique de Fujisawa ou la technique de Miniesi. Pour ce qui est des déviations en valgus, on va effectuer en général une ostéotomie fémorale de varisation, et là on va rechercher plutôt une normocorrection parce que les hypercorrections sont mal tolérées. Donc, tout ça c'est dans la majorité des cas, mais il y a quand même certains cas où le varus est fémoral et pas tibial, et vice versa. Donc on peut être amené à corriger un varus au niveau du fémur ou un valgus au niveau du tibia. Pour ce qui est des résultats, on sait que les OTV isolés donnent une survie du genou de près de 85% à 10 ans et plus de 70% à 20 ans. Un autre traitement qui est un peu au niveau du balbutiement, c'est le NU Surface, qui est un implant en polycarbonate uréthane qui va aller remplacer le compartiment du genou d'intérêt. Il y a juste quelques études sur des modèles animaux qui montrent une dégénérescence légère du cartilage après implantation, et il y a une étude clinique pilote qui montre qu'on restaure une cinématique normale au niveau du genou. Enfin, dans un cas avancé, on va bien sûr effectuer une arthroplastie. Cette étude qui est intéressante sur plus de 1000 patients qui retrouvent une arthroplastie en moyenne à 12 ans après une mésectomie. En
en sachant qu'il y a quand même 14% des patients qui vont avoir une prothèse dans l'année suivant la mésectomie. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir? Sauver le ménisque, ça vous le savez déjà. Le traitement non chirurgical est efficace qu'à court terme sur la douleur. Les implants méniscaux peuvent être efficaces à moyen terme dans des conditions très précises où il va rester les cornes et le mur méniscal. Les allogreffes, elles sont efficaces à long terme. Les ostéotomies et les prothèses sont indiquées qu'en cas de stade avancé. Et on a donc des indications précises pour chacune de ce type de chirurgie. Je vous remercie.